Ma présentation va être en 3 grands points. Je me permettrai juste de faire une brève interruption à la fin de chaque point pour éventuellement répondre à vos questions, d'accord, si vous en avez. Et puis suite à ça, je répondrai à vos questions de manière générale également si vous en avez. Vous voyez sur ce PowerPoint qu'il y a justement notre chasuble où il est marqué SISU intervenant psychosocial. C'est cette tenue-là que vous verrez lorsque vous avez des intervenants psychosociaux devant vous qui viennent de chez nous, qui viennent de la RK. Alors, pour parler psychosocial, je dois vous donner quelques repères et quelques points de vocabulaire, vraiment de nouveau très expurgés, très focalisés sur les inondations actuelles. Donc, de nouveau, pour ceux qui connaissent, je m'en excuse, ce sera parcellaire et très superficiel. Alors, qu'est-ce qu'on entend par événement critique? Un événement critique, ça peut être les attentats, ça peut être ici une inondation, une catastrophe naturelle. Pour nous, événements critiques, dans le vocabulaire de tous les jours, on peut parler de catastrophe. Ce qui est important, et c'est vraiment les points d'intention que je veux avoir avec vous, c'est que cet événement critique, lorsque les personnes le vivent, et donc mettez-vous vraiment dans le cadre des personnes qui ont vu cette vague arriver ou qui, par ailleurs, ont vécu les situations d'inondation, la caractéristique d'un événement critique, c'est que ça va donner à la victime un sentiment d'impuissance. Et cette impuissance, c'est quelque chose qui va être verbalisé ou présent dans le non-verbal des gens de manière assez prégnante. Elle va déclencher une peur de l'effroi et elle va être source de stress, ce qu'on appelle, nous, de manière psychologique, du stress. Alors, quelques exemples de conséquences d'un événement critique, c'est que les gens, après un événement critique, peuvent venir dire qu'ils se sentent très vulnérables, qu'ils ont l'impression de vivre quelque chose de très injuste, qu'ils ont l'impression qu'ils ont perdu le contrôle de leur vie ou perdu le contrôle de leur environnement, qu'ils n'ont plus confiance, soit en eux, soit aux autres, qu'ils vont se sentir peut-être même incapables de ne pas avoir su prévoir, de ne pas avoir su sauver plus de choses dans les inondations. Donc, c'est vraiment des exemples de ressentis chez les gens suite à un événement critique. Si je vais trop vite, mais je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, vous me tirez les oreilles, comme je viens vous m'arrêter. Alors, au niveau vocabulaire, dans un événement critique, nous parlons en termes d'impliqués. C'est important simplement que je vous le dise pour qu'on ait peut-être un même vocabulaire si nous sommes amenés à interagir sur le terrain ou en termes de coordination. Lorsque nous parlons des personnes envers qui nous intervenons, nous parlons en termes d'impliqués. 3 grandes catégories, les impliqués primaires, les impliqués secondaires, les impliqués tertiaires. Je vous laisserai lire. Le but ici est de ne pas aller très loin dans ces détails. Simplement d'avoir en tête, lorsque vous coordonnez des prises en charge de personnes qui ont vécu un événement, c'est bien de se focaliser sur les personnes qui ont vécu l'événement, mais c'est bien aussi de ne pas oublier les proches. Donc, ces impliqués secondaires qui sont là, qui peuvent être des collègues, qui peuvent être la famille, qui peuvent être le voisinage un peu plus éloigné, qui a peut-être moins vécu les inondations, mais qui vont être impactés parce que c'est quelque chose qui les touche également de près. Et puis, vous avez un impliqué tertiaire, vous-même, nous, qu'il ne faut pas non plus oublier dans cette prise en charge et dans le prendre soin de soi. Alors, je vous ai remis des grandes catégories de réactions de nouveau ici. Ce n'est pas l'intérêt, ce n'est pas le but de cette formation. Simplement pour vous dire que les personnes vont réagir de manière très différente à un événement critique, avec des réactions très physiques, des réactions plus émotionnelles, des réactions plus cognitivo-comportementales, parfois intellectuelles. Simplement, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que ces réactions sont tout à fait normales. Elles sont la conséquence de l'événement, de ce que les personnes ont vécu, et ça ne fait pas d'eux des personnes qui présentent des symptômes ou des éléments de stress un peu plus mentaux, comme ça, un peu plus inhabituels. C'est simplement, les réactions sont tout à fait normales et elles sont la conséquence de l'événement critique et vont être variables en fonction des individus, de ce qu'ils ont vécu, de comment ils ont vécu, de leur passé, s'ils ont également été fragilisés à un niveau psychologique, du contexte, du moment. Tout ça, c'est important. Donc, ce qui est important quand on fait une prise en charge psychosociale, et vous verrez que je vous en reparlerai un petit peu plus tard, c'est de pouvoir simplement accepter les réactions et les émotions que les gens vont présenter, simplement comme la réaction normale face à un événement critique, et non pas un élément de stress ou un signe de pathologie. Voilà, c'est simplement ce que j'avais envie, le message que j'avais envie de vous passer.
Alors, je vous ai également remis les types de stress sur la ligne du temps. Je pense que ça a fait l'objet également de la formation de ce matin ou de la sensibilisation de ce matin, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Simplement, à niveau nosographique, je vais dire, on va parler de stress, de tous les éléments de stress immédiat. Au-delà de 72 heures, on va parler de stress aigu. Et à partir de 4 semaines, en tout cas le DSM nous dit qu'à partir de 4 semaines, on parle de stress post-traumatique, même si personnellement, je mets un petit bémol par rapport à ces 4 semaines où je me dis qu'il y a parfois des gens qui ont besoin d'un peu plus de temps pour digérer un peu l'événement et ne pas diagnostiquer au bout de 4 semaines. Ce qui est important dans ce slide, c'est de vous dire que de nouveau, tous les éléments, tout ce que les gens vont vous dire en termes de je fais des cauchemars, je me sens un peu angoissée, j'ai des palpitations cardiaques, j'ai tendance un peu à m'isoler. Toutes ces réactions-là sont encore des bonnes réactions qui sont à écouter, à normaliser le plus que l'on peut normaliser, mais pas à pathologiser. Donc tous ces éléments-là, l'être humain, par définition, c'est ces éléments de stress, toutes ces réactions de stress, c'est la manière dont l'être humain, naturelle, que l'être humain a pour un peu digérer l'événement qu'il est en train de vivre. Et donc, il ne faut pas le stopper, il faut simplement lui permettre de s'exprimer de manière soit seule, soit encadrée. D'accord ? Alors, au niveau psychosocial, un point également important que je voulais voir avec vous, c'est qu'au niveau psychosocial, notre manière d'agir est de toujours lier une émotion par rapport à un besoin. Et de se dire que c'est parce qu'il y a des besoins qui sont frustrés, qui sont bloqués, c'est ça qui est la source parfois des émotions de colère ou des émotions de tristesse. C'est parce qu'il y a un besoin derrière. Et donc, lorsqu'on prend en charge à un niveau psychosocial une personne après un événement critique, donc tout ça dans le cadre de l'événement critique que je vous ai sommairement décrit, il est important vraiment de se focaliser sur les besoins des gens. Alors, on parle de besoins. Je vais voir avec vous tout de suite c'est quoi les besoins psychosociaux, qui sont des besoins auxquels vous allez faire face également, vous ou vos équipes de nouveau. Mais il y a évidemment des besoins de base, besoin de sécurité, besoin d'avoir un toit sur la tête, besoin de prendre une douche, besoin de se nourrir correctement. Mais tout ça, ce sont des besoins qui sont très importants et à traiter en priorité. Et faire une approche psychosociale, c'est aussi s'occuper de ce type de besoins avant les besoins plus psychosociaux. Donc, c'est parfois simplement amener une tasse de café à quelqu'un qui a froid ou qui a besoin simplement d'un moment de partage avec vous. C'est simplement, nous, ce qu'on fait au niveau des maraudes psychosociales, c'est guider les gens vers les permanences plus juridiques qui sont présentes ou qui ont été présentes pendant tout un temps. C'est amener les gens vers des centres d'accueil où il y a pour eux de la nourriture ou des denrées qui leur permettent de se laver, c'est de leur dire où il y a des douches. Tout ça, c'est déjà une prise en charge psychosociale et c'est répondre à des besoins. Et lorsqu'on peut toucher des besoins des gens, lorsqu'on peut répondre à leurs besoins, l'émotion qui est derrière a tendance, si pas à s'effacer, en tout cas à diminuer. Donc ça, c'est les besoins de base. Et puis, vous avez forcément des besoins psychosociaux qu'on va retrouver, je dirais, dans 99% des événements critiques. Alors, tout le monde ne va pas ressentir ces besoins, mais vous allez les retrouver, soit tous, soit en partie chez chaque individu. Ben, c'est un besoin de sécurité, c'est important, un besoin d'information. Je pense que vous l'avez déjà entendu, ne serait-ce que dans les témoignages qu'on entend à la TV. Un besoin de reconnaissance, j'ai besoin qu'on reconnaisse que ce que j'ai vécu, ben, j'ai le droit de mal le vivre. J'ai le droit d'être reconnue, entre guillemets, comme une victime. C'est super important. Un besoin de partage social, ça vous allez voir que dans la prise en charge psychosociale, c'est quelque chose qui est très, très important. Et puis viendra maintenant, ou peut-être après, un besoin de rituel. De commémorer, de pouvoir à un moment donné se retrouver pour échanger par rapport à ce qui a été vécu de manière collective. Voilà, donc ça c'était la toute première approche que j'avais envie d'avoir avec vous, simplement qui est d'avoir une base commune. Donc quand on est dans du psychosocial, on parle d'événements critiques, on va parler d'impliquer, on va parler des besoins, on va lier les besoins, l'émotion aux besoins, et on va travailler au niveau du besoin. Et donc j'ai vu avec vous le besoin de base qui ne sont pas oubliés, et puis les besoins psychosociaux que vos équipes ou vous allez retrouver sur le terrain. C'est ici où je m'arrête pendant une petite minute ou quelques secondes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette brève présentation? Ou est-ce que tout vous semble clair? Auquel cas, j'enchaîne.
Je ne vois rien. Je n'ai pas accès aux questions-réponses ici, Madame Moitié. Donc, si vous envoyez, je vais vous demander si vous pouvez me les relayer, parce que comme je partage mon écran, je n'ai pas accès à tout ce qui est. Mais vous pouvez m'envoyer le PowerPoint que j'enverrai à mon tour Bien à sûr, tous les participants. bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Si tout est bien, alors, je vais un peu vous contextualiser ce qu'on entend par prise en charge psychosociale, et simplement pour vous dire que ce n'est pas quelque chose que nous avons décidé comme ça dans notre coin, le CISU ou la Croix-Rouge. Ça vient quand même de réflexions qui datent de plusieurs années et qui ont été construites en collaboration avec notamment l'OMS, avec Médecins du Monde, avec Médecins sans frontières, avec toutes ces grandes organisations humanitaires qui travaillent sur le terrain et qui se basent sur des recommandations qui viennent souvent de l'international. Et donc, c'est ça que je vais voir de nouveau brièvement avec vous. Alors, simplement, lorsque l'on fait du psychosocial, et je ne vais pas aller beaucoup plus loin, on doit respecter des grandes déclarations comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention des droits de l'enfant, les droits de l'enfant liés. Vous allez voir qu'il y a si vous souhaitez aller vous documenter, vous avez ce qu'on appelle un projet sphère qui va faire 800 pages. Vous pouvez le trouver de manière in extenso sur Internet. Vous pouvez télécharger le PDF qui va vous donner tous des standards universels lorsqu'on est dans l'assistance humanitaire. C'est bien le projet sphère, mais au niveau psychosocial, je pense que sur les 800 pages, il y en a 4 ou 5. Et donc, il y a d'autres instances qui ont pris un peu le relais par rapport au niveau psychosocial, ce qu'on appelle le CPI, le Comité permanent interorganisationnel, qui lui a donné vraiment des directives très claires au niveau de la prise en charge psychosociale, en reposant sur l'idée que lorsqu'il y a une catastrophe, une situation d'urgence, et les inondations que nous avons vécues sont réellement une situation d'urgence, il est important très rapidement de prendre en charge le bien-être et la santé mentale, le bien-être psychosocial et la santé mentale, aussi important que de fournir des vivres ou de fournir du logement. Il ne faut pas nuire, il faut se baser sur les ressources et les capacités qui sont disponibles, et surtout, il faut prévoir un dispositif de soutien psychosocial, d'abord collectif et à plusieurs niveaux. C'est ce qu'on appelle la pyramide du soutien psychosocial, que je vais voir avec vous maintenant. Et c'est vraiment ça qui nous guide, nous, quand nous intervenons sur le terrain. Tout le mouvement, pas que la Croix-Rouge belge, mais tout le mouvement va se baser sur cette pyramide, mais également l'OMS va se baser sur cette pyramide et d'autres organisations. Alors, cette pyramide, elle est toute simple. Elle est en anglais. Après, je l'ai retrouvée en français. On part du principe que, par rapport à 100% de la population qui est impactée par un événement critique, par une crise, par une situation d'urgence, par une catastrophe, doit avoir accès à ce qu'on appelle le soutien psychosocial de base. Dans ce soutien psychosocial de base, vous allez retrouver le PFA, le Psychosocial First Aid, dont je vais vous parler juste après. Okay? Donc, on ne dit pas que tout le monde a besoin d'eux, on dit que tout le monde doit avoir accès à cette base de la pyramide. On doit offrir un soutien psychosocial de base à tout le monde. Beaucoup vont refuser ou n'en auront pas besoin, mais en tout cas, ça doit être accessible très rapidement. Pour les personnes pour lesquelles ça ne suffirait pas, il va falloir monter dans ce qu'on appelle le Focused Psychosocial Support, donc c'est-à-dire des prises en charge toujours psychosociales, dans lesquelles le PFA a toujours sa place, mais plus spécifiques peut-être pour des groupes vulnérables ou pour des familles, en mobilisant assez rapidement le niveau communautaire. C'est très important. Et puis pour une petite partie de la population touchée par l'événement critique, pour lequel ça ne suffirait pas. Alors, on va arriver dans ce troisième niveau de la pyramide. Je sais que parfois, si je fais aller ma souris, vous la voyez. Est-ce que c'est le cas? Oui. Parfait, magnifique. Et donc, pour cette troisième portion de la population, beaucoup plus petite, vont avoir besoin de ce qu'on appelle un support psychologique. Donc, vous voyez qu'en tant que psychologue, on vient vraiment en troisième ligne. Et puis vraiment pour ceux pour lesquels il y a vraiment, soit il y a des comorbidités préalables ou pour lesquels il y a vraiment un état de stress post-traumatique qui peut être diagnostiqué, mais pas avant un minimum d'un mois, alors on a vraiment le Specialized Mental Health Care, dans lequel il y a du traitement thérapeutique, par exemple de type EMDR ou autre. On peut mettre les TCC là-dedans, on peut mettre un peu ce qu'on peut. Donc vous voyez que pour 100% de la population qui a vécu un événement, mais il y en a très très peu qui vont avoir besoin vraiment d'un soutien psychologique ou d'un soutien thérapeutique, pour peu que la prise en charge psychosociale ait été offerte de manière correcte très rapidement après l'événement. Et donc pour lequel on a vraiment pu couvrir
cette première base psychologique, psychosociale, avant d'aller vers du soutien psychosocial un peu plus ciblé. Donc ça, c'était la pyramide. Est-ce que par rapport à ça, avant de venir dans le comment on fait, est-ce que vous avez des questions? De nouveau, à moins que je vois... Non, je n'ai pas accès malheureusement aux questions-réponses. Donc, est-ce qu'il y a des questions à ce stade-ci? Est-ce que ça vous semble clair? Est-ce que ça vous semble faire sens? Et c'est quelque chose, je vois certains visages qui me font oui, c'est super important parce qu'en virtuel, on ne se voit pas, donc c'est moins gai quand on se voit en présentiel. Mais est-ce que ça semble vous faire sens? Est-ce que vous dites, bah, ça ne sort pas un peu n'importe comment? Est-ce que ça vous semble un peu tenir un peu du bon sens? Oui. J'ai une question. Oui, je vous écoute. La frontière entre le premier niveau de la pyramide et le deuxième, vous savez clarifier? Oui. Alors, donc, le soutien psychosocial, donc nous, par exemple, c'est quand on fait des maraudes, hein, ou quand on est présent dans un centre d'accueil, d'encadrement des proches, ou quand on fait un centre d'appel téléphonique. C'est vraiment de pouvoir offrir ce pied-fait à tout le monde. OK? Mais vous allez avoir peut-être des groupes un peu plus à risque ou des groupes un peu plus vulnérables, des familles qui ont été un peu plus touchées. Les enfants sont des groupes un peu plus vulnérables. Les personnes à mobilité réduite sont considérées comme des groupes un peu plus vulnérables. Et donc, ils ont fait, évidemment accès à ceci, à ce premier niveau de la pyramide, mais il est possible qu'on doive peut-être revenir les voir une deuxième fois. Il est possible que l'on doive peut-être organiser des prises en charge un tout petit peu plus spécialisées, qui restent de l'ordre du psychosocial. D'accord? Donc, par exemple, des activités pour les enfants. C'est le moment où on va peut-être mobiliser les communautés. La communauté est vraiment importante, vraiment les remettre en lien avec la communauté très rapidement. Ça, c'est du soutien psychosocial un peu plus spécialisé, dont tout le monde n'aura pas besoin. Donc, en fait, dites-vous qu'ici, dans le niveau 4 et 3 de la pyramide, ça reste du psychosocial. Et puis ici, on se dit que ici, c'est peut-être pour les personnes qui en ont un tout petit peu plus besoin que d'autres. Et donc ici, ils vont tous avoir accès, mais ils vont simplement peut-être bonjour, au revoir. Vous allez leur dire où ils ont accès aux douches, où ils ont accès à une permanence par rapport aux assurances. Ils sont contents. Donc vous avez répondu à des besoins de base. Ben, vous faites du basic psychosocial support. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je pense que c'était M. Vincent Gérard qui m'avait posé. Oui, c'est bien correct? Parce que c'est plus clair. Je vais approfondir. Bien sûr. Encore une fois, c'est une toute petite sensibilisation, donc je sais que je vais en frustrer pas mal et je m'en excuse déjà. Je pense qu'il y avait une autre, quelqu'un qui avait voulu parler, je ne sais pas qui. C'était la même question. C'était la même question. Et qui me posait cette question? Parce que je ne vois pas tout le monde. Isabelle, oui, je ne me suis pas montrée. Voilà. Isabelle Eyman. Comme ça, vous me voyez. Isabelle Eyman de l'OST de Liège. Parfait, ok. Voilà, donc ça c'était au niveau, sachez simplement qu'au niveau théorique, tout ce que je vous ai dit avant sur les impliqués, ben, c'est important. Par exemple, quand on fait du soutien psychosocial, on ne va pas mélanger les impliqués primaires avec les impliqués secondaires parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, par exemple. Mais on va offrir à tout le monde du soutien psychosocial de base. Voilà. Donc, quand on parle de besoins, ben, vous allez les retrouver chez tout le monde. Donc, le PFE et tous les niveaux aussi de cette pyramide, en tout cas ici ces deux niveaux-là, ben, sont basés sur la prise en charge psychosociale, dont le PFE fait partie. OK? Eh bien, en pratique, c'est quoi? En pratique, de nouveau, quelques points de repère avant de voir le PFE. Au niveau pratique, la particularité lors d'un événement critique, c'est que vous avez des gens, comme je dis toujours, parfois j'ai des images comme ça et ça fait rire certains, c'est que les personnes, je parle de ça de quelques heures, mais ça peut durer à quelques jours, surtout dans le cadre des inondations, ils sont quand même soumis à des mini-événements critiques un peu comme ça, qui se déroulent dans le temps, c'est que le néocortex peut être bloqué chez certaines personnes et que donc les prises en charge doivent être, de première ligne, vont être axées sur ce qu'on appelle, nous, le cerveau, surtout limbique, qui est le siège des émotions. Donc en fait, on va se baser énormément sur les émotions et ça ne sert à rien, nous on sait, dans les premières lignes, d'aller avec des prises en charge qui vont forcer les gens à se rappeler de ce qu'ils ont vécu ou à dire par exemple, ben, c'est pas grave, ça va passer. Voilà, il y a toutes des techniques comme ça qu'on ne dit pas, parce que les gens sont simplement bloqués dans leurs émotions. Donc, il faut vraiment axer vraiment toutes les prises en charge et tout ce que vous allez au niveau coordination vouloir mettre en place, vraiment axer sur je reconnais l'émotion, j'accepte l'émotion, je ventile. Ce mot ventilation, c'est quelque chose qui va revenir assez régulièrement et c'est très, très important au niveau lorsque les gens ont vécu un événement critique. Et c'est vraiment cette particularité-là, de se dire on a parfois des poules sans tête et il faut parfois des têtes des poules sans tête. Parfois, c'est une image qui peut parler à certains, pas à d'autres, mais je vous la livre.
OK. Et donc, comme je vous ai dit, la prise en charge psychosociale, c'est on va lier les émotions et les besoins, puis on va activer des ressources. Émotions, besoins, ressources. C'est notre mantra au niveau psychosocial. On détecte une émotion, on va aller voir derrière c'est quoi le besoin, et en essayant de répondre aux besoins, en activant des ressources, on espère pouvoir diminuer l'émotion. OK? Donc ça, c'est notre mantra de la prise en charge psychosociale. Je vous ai remis la pyramide. Vous verrez, alors vous allez voir Hypasie Hopfol, je n'ai pas le temps de le voir avec vous. Hein. Vous pouvez aussi également peut-être vous renseigner sur Internet. On a des grands systèmes, des grands principes de prise en charge psychosociale, notamment au niveau de la Belgique. Surtout la Belgique, c'est IPASU. C'est immédiateté, proximité, attente, simplicité, unicité. Et puis, vous avez au niveau international les principes Hopfol. Si vous tapez Hopfol sur Internet, vous verrez qu'il y a, ce sont des grands chercheurs, hein, Hopfol et toute son équipe, ont vraiment compilé une analyse, en tout cas des interventions post-événements critiques, et ont mis en évidence 5 grands principes, dont l'importance de la sécurité. Mettre d'abord les gens en sécurité. On n'intervient pas vis-à-vis de n'importe qui si cette personne n'est pas en sécurité ou ne se sent pas en sécurité. Donc, c'est important d'abord de voir avec elle si elle se sent en sécurité, si elle se sent confortable, une certaine confidentialité, voilà, de vraiment essayer de la mettre un peu dans un cocon. Ça, c'est important. Et donc, vous voyez que cette pyramide, elle est toujours là, un dispositif suivi spécialisé. Et tout ça, je vais vous parler, le PFE, ben, il se situe un peu vraiment plus ou moins dans les 2, 3, certains vont dire peut-être pas dans le 2, mais voilà, on peut encore faire du PFE quand on est déjà dans quelque chose d'un peu plus psychologique, c'est pas oublié. Alors, c'est quoi le PFE? Ben, le PFE, vous allez retrouver aussi PFE, ça vient de l'OMS. Alors, les grandes organisations comme Médecins du Monde, Médecins sans frontières l'utilisent, un peu le PFE. Et je pense qu'il y a une des 2 organisations, mais j'ai une très mauvaise mémoire, donc peut-être Anne-Claire, si tu le sais, tu peux peut-être pallier à mon manque de mémoire. Ils offrent dans peu de temps une sensibilisation d'une demi-journée au PFE, mais je ne sais pas si c'est Médecins du Monde ou c'est Médecins sans frontières. J'aurais tendance à dire que c'est Médecins sans frontières, mais j'avoue que je sais, si Éléonore le sait, elle est là, elle peut peut-être m'aider dans ma perte de mémoire, mais peut-être aller voir sur Internet. Je sais qu'il y a en tout cas une demi-journée, et donc ce que je vous dis maintenant, c'est une belle introduction finalement à cette mini-formation d'une demi-journée sur le PFE. Alors, quand on fait du psychosocial first aid, qu'est-ce qu'on fait? On fait du look, du listen et du link. C'est mieux de le lire en anglais parce que sinon, ça devient observation, écoute et mettre en lien, c'est moins sympa, c'est moins facile à retenir. Moi, j'aime bien la version un peu plus anglophone qui vous dit, ben, vous faites quoi? Vous faites du look, vous faites du listen et vous faites du link, tout simplement. Simplicité, IPASU. Tout ça, c'est lié. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans du look? Ben, on va repérer les personnes. On va repérer les signes de stress, on va repérer peut-être les groupes vulnérables et on va observer les réactions des personnes, en gros, hein, auprès de qui on intervient. Il y a d'autres choses dans le look, mais je vois qu'il est déjà 14h37 et que je vais bientôt me faire virer. Donc, je vais vraiment être très rapide dans ce que je dis. Ben, c'est des grands points. Donc, en fait, quand on arrive sur place, on va d'abord être des grands yeux qui allons observer un petit peu ce qui se passe et d'essayer peut-être de repérer les personnes qui vont avoir besoin de notre intervention. Tout le monde. Encore une fois, tout le monde n'a pas besoin. Tout le monde doit avoir accès, mais tout le monde n'a pas besoin. Donc, c'est important d'aller repérer assez rapidement les personnes qui risquent d'avoir besoin, soit parce que ce sont des personnes à mobilité réduite, soit parce que ce sont des personnes âgées, ou parce qu'il y a des enfants, ou parce que vous remarquez, vous, des signes de stress, des personnes peut-être qui tremblent très fort, ou qui ont des sanglots compulsifs. Ces personnes-là sont peut-être à prendre en charge en premier. Voilà, ça c'est quand on fait du look. Et puis du listen, voilà, je ne vais pas vous faire l'injure de vous dire que c'est de l'écoute active, et je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Mais ce qui est important dans le psychosocial, c'est, et peut-être la différence peut-être avec certaines prises en charge psychologiques, c'est de se focaliser sur comment la personne va dans l'ici et maintenant. Comment vous allez maintenant. Et donc, la première question que moi je pose aux gens quand je suis sur le terrain, c'est comment vous allez. Et c'est sur base de la réponse de comment vous allez, dans l'ici et maintenant, qu'on essaye de mettre en place des choses et de les mettre en lien dans ressources par rapport à ce dont ils ont besoin. Pas donner de solution, encourager la personne à la trouver elle-même. D'accord? Alors, c'est là où on fait un peu aussi de psychoéducation. On normalise les émotions, on normalise un peu les réactions, on leur dit quand même qu'il faut faire attention, que ce n'est pas grave de ne pas dormir pendant 2-3 jours, mais que si ça dure 3 semaines, ben, on est quand même quelque chose de l'ordre de moins normal. Voilà, c'est toutes des petites choses comme ça que l'on fait. Et c'est l'écoute. Souvent, les gens ont juste envie de vous parler, pas de questions particulières, on répond, on réagit par rapport à ce qu'ils amènent et on ne force pas. Il n'y a pas c'est pas des entretiens semi-structurés, c'est vraiment ce avec quoi la personne vient. Et ne pas la forcer. Si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Et puis dans le link,
c'est encourager la personne à rester en contact avec ses proches, à rester en contact avec la communauté. La communauté est très, très importante. Encourager le relais vers une aide professionnelle si c'est pertinent, en vous disant que quand on va sur le terrain, qu'on fait du psychosocial, on ne se vend pas en tant que psychologue, mais on a vraiment cette approche un peu psychosociale qui est là. Donc ça, c'est le PFA, une brève introduction. Quand on fait du PFA, vous retiendrez, on fait du look, du listen et puis du link. Voilà. OK. Alors, prise en charge collective sur une ligne du temps, comme ça, vous l'aurez. Ben, forcément, vous voyez que le PFA est là. En technique, nous, plus de prise en charge collective, on va plus vers de la ventilation, du diffusing dans les premiers temps, du débriefing dans un deuxième temps, beaucoup de psychoéducation, beaucoup de normalisation. Alors, le message que j'ai envie de vous envoyer, c'est qu'on parle de ventilation émotionnelle. Alors, au niveau des inondations, on n'a pas pu intervenir tout de suite. On est parfois intervenu plusieurs jours après. Dites-vous que les gens, ils ne vous attendent pas pour ventiler. Ils ont ventilé avec leur famille, ils ont ventilé avec leurs voisins, ils ont ventilé peut-être avec la bouteille de whisky, ça c'est moins cool. Hein, ils ont ventilé en prenant 3 plaquettes de médicaments sur la journée, ça c'est moins cool aussi. Donc la psychoéducation, c'est ça. Mais la ventilation, elle a eu lieu. Donc quand on parle de diffusing ici, moi je n'y crois plus trop. Hein. Je vois Anne-Claire qui me fait oui de la tête ou non de la tête. On est d'accord qu'on est, voilà, la configuration fait que c'est pas possible. Et donc nous on dit toujours, le diffusing, il faut arriver dans les 6 heures suivant l'événement. Post 6 heures, ou si les gens sont rentrés chez eux, c'est fini, laissez tomber. Si par exemple il y a une cata qui arrive dans un milieu professionnel, si les gens sont rentrés chez eux, ils vont ventiler chez eux de toute manière. Voilà. Alors, prise en charge psychosociale par des intervenants, oui, mais. Et donc là, je voulais voir avec vous deux derniers slides qui sont les 4 niveaux de soutien. C'est-à-dire que les personnes qui ont vécu un événement critique, les impliqués, eh bien, je peux vous parler d'impliqués, vous savez ce que c'est. Les impliqués, ils vont d'abord vouloir parler avec les personnes qui ont vécu le même événement, parce qu'on ne se comprend jamais si bien que si on a vécu la même chose. Et puis après, ils vont aller vers leur père, leur famille, leurs proches, leurs collègues. Et puis, c'est important les autorités, c'est important les responsables. Et puis seulement, on arrive. Donc, c'est pour donner un peu de distance par rapport à cette prise en charge. Voilà. Les gens, dans un premier temps, dans tout le personnel formé, et je nous inclus dedans, on n'est pas les premiers. Ce qui est important, c'est d'abord de favoriser. Donc, ce qui est, par exemple, un bête exemple, je suis à Angleur dans un centre d'accueil pour les inondations. Je vais discuter avec les gens. Et ils vont venir avec ce qu'ils ont envie de venir. Voilà. Si je vois qu'à un moment donné, c'est la distribution des repas et que ces gens vont naturellement se remettre entre eux et discuter, je me retire. Je les laisse parce que c'est le moment où ils vont être entre eux. C'est le moment où il va y avoir du partage social. Hein, les besoins psychosociaux, tout ça se remet ensemble. Mais je leur laisse tranquille. S'il y a quelqu'un qui a besoin, ou s'il y a quelqu'un qui vient vers moi, alors je vais y aller. Donc la proactivité est importante, mais quand les gens sont entre eux, laissez-les. C'est la première chose dont ils ont besoin. D'accord ? Et une dernière chose que j'ai envie de vous dire, tout impliqué a le droit de refuser l'aide proposée. Il y en aura moins de 10% dans les inondations qui vont avoir besoin d'une aide psychologique et moins de 1%, on espère, qui vont avoir besoin d'une prise en charge plus thérapeutique. Le seul bémol par rapport à ça, c'est que dans les inondations, on vit des événements critiques qui se multiplient. On a eu les inondations et puis il y a le fait qu'on va perdre beaucoup de choses et peut-être que et puis on va peut-être raser ma maison et puis j'ai peur des inondations parce qu'il pleut encore. Donc tout ça, ça se cumule. Donc mettez un bémol. On risque d'avoir peut-être un peu plus de pourcentage, mais ça c'est le pourcentage un peu que la littérature vous donne. Il est 43. J'ai vraiment dépassé le temps. Il me reste à vous remercier très très fort pour votre attention à tous. Merci à vous. Merci beaucoup.